Pendant longtemps, le monde multipolaire n'a existé que dans les discours d'universitaires, dans des colloques feutrés, dans des livres que peu de décideurs prenaient réellement au sérieux. On en parlait comme d'un futur lointain, hypothétique, presque utopique. Un concept intéressant mais irréaliste face à la puissance écrasante de l'ordre établi. Ce temps est révolu. Le monde multipolaire n'est plus une projection intellectuelle, il est opérationnel. Il fonctionne déjà sous nos yeux, souvent en dehors des radars médiatiques occidentaux. Il ne s'annonce pas avec des déclarations solennelles ou des traités spectaculaires. Il avance discrètement, par accords bilatéraux, par infrastructures, par flux commerciaux, par réalignements silencieux. L'une des premières ruptures majeures concerne la monnaie. Pendant des décennies, le dollar a été bien plus qu'un moyen de paiement. Il a été une arme géopolitique. Contrôler le dollar, c'était contrôler les échanges, les sanctions, les réserves, et donc les décisions souveraines de dizaines de pays. Mais cette domination portait en elle une fragilité. À force d'utiliser la monnaie comme une sanction, on incite le monde à s'en libérer. C'est exactement ce qui se produit. Les échanges en monnaie locale explosent. La Russie et la Chine commercent sans dollars. L'Inde achète du pétrole hors du circuit traditionnel. Les pays du Golfe envisagent des ventes d'énergie libellées autrement. Les BRICS développent des systèmes de paiement alternatifs, non pas pour détruire le dollar, mais pour ne plus en dépendre. Et en géopolitique, la dépendance est toujours une faiblesse. Mais le monde multipolaire ne se limite pas à la finance, il est avant tout matériel. Il se construit avec des routes, des ports, des pipelines, des lignes ferroviaires, des câbles sous-marins. Pendant que l'Occident discute de valeurs et de narratifs, l'Eurasie construit des infrastructures. Pendant que certains parlent de sanctions, d'autres parlent de corridors logistiques. Les nouvelles routes de la soie ne sont pas un slogan, ce sont des ports en Afrique, des chemins de fer en Asie centrale, des zones industrielles au Moyen-Orient, des accords énergétiques à long terme. Elles redessinent les flux du commerce mondial et déplacent lentement mais sûrement le centre de gravité économique vers l'Est et le Sud. Dans ce nouveau monde, les alliances ne sont plus idéologiques, elles sont transactionnelles et pragmatiques. Les pays ne cherchent plus à appartenir à un camp moral, ils cherchent à maximiser leurs intérêts, leur sécurité, leur développement. C'est pour cela que tant d'États refusent aujourd'hui de choisir entre l'Occident et ses rivaux. Ils veulent commercer avec tous, coopérer avec tous, sans se soumettre à une discipline de bloc. Cette neutralité active est l'un des traits fondamentaux du monde multipolaire. L'Occident interprète cette attitude comme de l'ingratitude ou de la naïveté. En réalité, c'est de la lucidité. Les pays du Sud global ont observé un siècle d'intervention, de promesses non tenues, de conditionnalités politiques, de leçons morales à géométrie variable. Ils ont compris qu'aucune puissance n'agit par altruisme, alors ils choisissent désormais leurs partenaires en fonction des résultats, non des discours. Même sur le plan militaire, le monopole occidental s'effrite. La guerre en Ukraine a servi de révélateur brutal. Elle a montré que la supériorité technologique ne garantit plus la domination stratégique. Elle a révélé l'importance de la production industrielle, de la logistique, de l'endurance économique. Elle a exposé les limites d'armées conçues pour des guerres expéditionnaires face à des conflits de haute intensité prolongés. Dans le monde multipolaire, la puissance ne se mesure plus uniquement en porte-avions ou en budget militaire. Elle se mesure en capacité à produire, à résister, à durer. C'est pour cela que des pays longtemps considérés comme périphériques deviennent centraux. L'Inde, avec sa démographie et son industrie technologique. Le Brésil, avec ses ressources et son agriculture stratégique. L'Afrique, avec sa jeunesse, ses matières premières et son potentiel énergétique. Le Moyen-Orient, redevenu pivot énergétique et diplomatique. Ce monde n'est pas stable, il n'est pas pacifique, mais il est pluraliste. Et c'est précisément ce qui le rend incompatible avec un ordre fondé sur l'hégémonie d'un seul centre. Nous entrons dans une ère où aucune puissance ne peut imposer seule sa volonté à la planète entière. Une ère de négociations permanentes, d'équilibres mouvants, de rapports de force régionaux. Une ère plus complexe mais aussi plus représentative de la diversité réelle du monde. Le monde multipolaire ne promet pas l'harmonie, il promet la fin du monopole. Et pour ceux qui avaient construit leur identité sur ce monopole,
l'adaptation sera douloureuse. Il existe un moment précis dans l'histoire où les empires cessent de comprendre le monde qu'ils dominent. Ce moment n'est pas marqué par une défaite militaire spectaculaire, ni par l'effondrement immédiat des institutions. Il est beaucoup plus subtil. Il commence lorsque le récit officiel ne correspond plus à la réalité vécue par le reste de la planète. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui avec l'Occident. Pendant plus de 70 ans, la domination occidentale a reposé sur une illusion soigneusement entretenue, celle d'un ordre international fondé sur des règles, des valeurs universelles et une supériorité morale indiscutable. Mais ces règles n'ont jamais été universelles, elles ont toujours été sélectives. Appliquées aux faibles, suspendues pour les alliés, ignorées quand elles devenaient contraignantes pour le centre du pouvoir. Ce double standard n'était supportable que tant que l'Occident contrôlait le récit. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, chaque guerre, chaque sanction, chaque déclaration morale est immédiatement confrontée à des images, des chiffres, des témoignages. Le monopole de l'interprétation a explosé. Les peuples du Sud global ne consomment plus l'actualité occidentale comme une vérité, mais comme une version parmi d'autres, souvent perçue comme intéressée, parfois comme ouvertement mensongère. Regardons les faits. On nous dit que l'Ukraine est en train de gagner. Pourtant, le pays survit sous perfusion financière, démographique et militaire. Sans soutien occidental, l'État s'effondrerait en quelques semaines. Ce n'est pas une victoire, c'est une suspension artificielle de la réalité. On nous dit que la Russie est isolée. Pourtant, elle commerce avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Plus de 80% de la population mondiale vit dans des pays qui refusent de suivre les sanctions occidentales. Ce n'est pas l'isolement, c'est un déplacement du centre de gravité. On nous dit que l'ordre occidental défend les droits humains. Mais Gaza a agi comme un révélateur brutal. Les images ont traversé les frontières sans filtre, sans montage, sans narration imposée. Des hôpitaux détruits, des enfants morts, des civils écrasés sous les bombes fournies par ceux-là même qui se présentent comme les gardiens de la morale mondiale. À partir de ce moment, quelque chose s'est cassé définitivement. Car le monde ne juge plus l'Occident sur ses discours, mais sur ses actes. Et le verdict est sévère. L'Europe, autrefois centre intellectuel et stratégique du monde, apparaît désormais comme un espace sous tutelle. Elle n'a plus de politique étrangère indépendante, plus de souveraineté énergétique, plus de vision stratégique propre. La destruction des gazoducs Nord Stream n'a pas seulement coupé une source d'énergie, elle a symboliquement détruit l'idée même d'une autonomie européenne. Les États-Unis, eux, conservent une puissance militaire colossale, mais souffrent d'un vide intérieur. Désindustrialisation, fracture sociale, crise éducative, perte de cohésion culturelle. L'Empire continue d'agir par inertie, mais il ne sait plus pourquoi il agit. Il sanctionne, il bombarde, il menace, sans proposer de projet mobilisateur pour l'humanité. C'est là le cœur du problème occidental. Il ne construit plus, il réagit. Il ne propose plus, il impose. Il ne convainc plus, il contraint. Et dans un monde où de nouvelles puissances offrent des alternatives, imparfaites, certes, mais réelles, cette posture devient intenable. Le plus tragique, c'est que cette chute n'est pas causée par un ennemi extérieur. Elle est le produit d'une fatigue civilisationnelle, d'une élite déconnectée, d'institutions figées, d'un récit qui ne parle plus à personne hors de ses propres frontières. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est donc pas la montée d'un camp contre un autre, c'est la fin d'une illusion, celle d'un monde éternellement organisé autour d'un seul centre de pouvoir. Et quand une illusion s'effondre, ce n'est jamais discret, c'est toujours douloureux, et souvent violent. Pendant longtemps, le monde multipolaire n'a existé que dans les discours d'universitaires, dans des colloques feutrés, dans des livres que peu de décideurs prenaient réellement au sérieux. On en parlait comme d'un futur lointain, hypothétique, presque utopique. Un concept intéressant mais irréaliste face à la puissance écrasante de l'ordre établi. Ce temps est révolu. Le monde multipolaire n'est plus une projection intellectuelle. Il est opérationnel. Il fonctionne déjà sous nos yeux, souvent en dehors des radars médiatiques occidentaux. Il ne s'annonce pas avec des déclarations solennelles ou des traités spectaculaires. Il avance discrètement par accords bilatéraux, par infrastructures, par flux commerciaux, par réalignements silencieux.
L'une des premières ruptures majeures concerne la monnaie. Pendant des décennies, le dollar a été bien plus qu'un moyen de paiement. Il a été une arme géopolitique. Contrôler le dollar, c'était contrôler les échanges, les sanctions, les réserves, et donc les décisions souveraines de dizaines de pays. Mais cette domination portait en elle une fragilité. À force d'utiliser la monnaie comme une sanction, on incite le monde à s'en libérer. C'est exactement ce qui se produit. Les échanges en monnaie locale explosent. La Russie et la Chine commercent sans dollars. L'Inde achète du pétrole hors du circuit traditionnel. Les pays du Golfe envisagent des ventes d'énergie libellées autrement. Les BRICS développent des systèmes de paiement alternatifs, non pas pour détruire le dollar, mais pour ne plus en dépendre. Et en géopolitique, la dépendance est toujours une faiblesse. Mais le monde multipolaire ne se limite pas à la finance. Il est avant tout matériel. Il se construit avec des routes, des ports, des pipelines, des lignes ferroviaires, des câbles sous-marins. Pendant que l'Occident discute de valeurs et de narratifs, l'Eurasie construit des infrastructures. Pendant que certains parlent de sanctions, d'autres parlent de corridors logistiques. Les nouvelles routes de la soie ne sont pas un slogan. Ce sont des ports en Afrique, des chemins de fer en Asie centrale, des zones industrielles au Moyen-Orient, des accords énergétiques à long terme. Elles redessinent les flux du commerce mondial et déplacent lentement mais sûrement le centre de gravité économique vers l'Est et le Sud. Dans ce nouveau monde, les alliances ne sont plus idéologiques. Elles sont transactionnelles et pragmatiques. Les pays ne cherchent plus à appartenir à un camp moral. Ils cherchent à maximiser leurs intérêts, leur sécurité, leur développement. C'est pour cela que tant d'États refusent aujourd'hui de choisir entre l'Occident et ses rivaux. Ils veulent commercer avec tous, coopérer avec tous, sans se soumettre à une discipline de bloc. Cette neutralité active est l'un des traits fondamentaux du monde multipolaire. L'Occident interprète cette attitude comme de l'ingratitude ou de la naïveté. En réalité, c'est de la lucidité. Les pays du Sud global ont observé un siècle d'interventions, de promesses non tenues, de conditionnalités politiques, de leçons morales à géométrie variable. Ils ont compris qu'aucune puissance n'agit par altruisme, alors ils choisissent désormais leurs partenaires en fonction des résultats, non des discours. Même sur le plan militaire, le monopole occidental s'effrite. La guerre en Ukraine a servi de révélateur brutal. Elle a montré que la supériorité technologique ne garantit plus la domination stratégique. Elle a révélé l'importance de la production industrielle, de la logistique, de l'endurance économique. Elle a exposé les limites d'armées conçues pour des guerres expéditionnaires face à des conflits de haute intensité prolongés. Dans le monde multipolaire, la puissance ne se mesure plus uniquement en porte-avions ou en budget militaire. Elle se mesure en capacité à produire, à résister, à durer. C'est pour cela que des pays longtemps considérés comme périphériques deviennent centraux. L'Inde avec sa démographie et son industrie technologique. Le Brésil avec ses ressources et son agriculture stratégique. L'Afrique avec sa jeunesse, ses matières premières et son potentiel énergétique. Le Moyen-Orient redevenu pivot énergétique et diplomatique. Ce monde n'est pas stable, il n'est pas pacifique, mais il est pluraliste. Et c'est précisément ce qui le rend incompatible avec un ordre fondé sur l'hégémonie d'un seul centre. Nous entrons dans une ère où aucune puissance ne peut imposer seule sa volonté à la planète entière. Une ère de négociations permanentes, d'équilibres mouvants, de rapports de force régionaux. Une ère plus complexe, mais aussi plus représentative de la diversité réelle du monde. Le monde multipolaire ne promet pas l'harmonie. Il promet la fin du monopole. Et pour ceux qui avaient reconstruit leur identité sur ce monopole, l'adaptation sera douloureuse. Revenons une dernière fois à ce silence. Ce silence de Moscou que beaucoup en Occident interprètent comme une hésitation, une confusion, voire une faiblesse. En réalité, ce silence est un langage, et dans la culture stratégique russe, le silence n'est jamais vide. Il est chargé d'intention. La Russie ne réagit plus dans l'urgence. Elle observe, elle cartographie, elle calcule. Chaque action occidentale est disséquée, replacée dans un contexte plus large, intégrée dans une vision de long terme. Ce que Moscou cherche aujourd'hui, ce n'est pas une victoire symbolique ou médiatique, c'est une réorganisation durable des rapports de force.
L'enquête autour des attaques, des sabotages, des provocations n'a pas pour objectif de produire une riposte spectaculaire immédiate. Elle vise à identifier l'ensemble du système qui rend ces actions possibles, les réseaux logistiques, les soutiens politiques, les relais médiatiques, les complicités diplomatiques. Car frapper un symptôme ne suffit plus, il faut atteindre la structure. La réponse qui se prépare ne sera ni émotionnelle, ni nucléaire, ni improvisée. Elle sera asymétrique, graduelle et surtout pédagogique. Une réponse destinée non seulement aux adversaires directs, mais au monde entier. Un message clair, la Russie peut encaisser, s'adapter et frapper quand elle le décide, là où cela compte réellement. Mais au-delà de l'aspect militaire, la véritable riposte est ailleurs. Elle est géopolitique, elle est économique, elle est civilisationnelle. Chaque nouveau partenariat signé hors du cadre occidental, chaque transaction réalisée sans dollars, chaque corridor énergétique qui contourne l'Europe, chaque institution alternative qui émerge est une pièce supplémentaire retirée de l'édifice unipolaire. L'effondrement ne sera pas brutal. Il sera progressif, irréversible, presque administratif, et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour ceux qui refusent de l'admettre. Car pendant que l'Occident s'accroche à ses anciennes certitudes, le monde avance, il ne demande pas la permission. Il ne cherche pas la confrontation directe, il construit autre chose. Et un jour, ceux qui se croyaient indispensables découvriront qu'ils sont devenus optionnels. Le plus grand paradoxe de cette période historique est là. Ce ne sont pas les puissances émergentes qui cherchent à renverser l'Occident. C'est l'Occident lui-même qui accélère sa marginalisation par son incapacité à accepter le partage du pouvoir. Chaque sanction excessive, chaque intervention morale sélective, chaque guerre menée au nom de valeurs bafouées dans la pratique rapproche un peu plus le monde de ce point de non-retour. Nous ne sommes pas à la veille d'un chaos total, nous sommes à l'aube d'un rééquilibrage. Un monde où plusieurs centres coexistent, un monde où la force brute ne suffit plus, un monde où la crédibilité, la cohérence et la capacité à produire comptent davantage que les discours. Le grondement que beaucoup attendent n'est pas forcément une explosion, c'est un déplacement tectonique, lent, profond, inarrêtable. Et lorsque le bruit sera enfin audible pour tous, il sera déjà trop tard pour revenir en arrière. L'histoire n'attend jamais que tout le monde soit prêt, elle avance, toujours.